Elle a l'allure d'un gangster des années 30, les courbes d'une sculpture art déco et le cœur d'une révolution technique. Quand on pense à la Citroën traction avant, on voit une silhouette noire, basse et lancée. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'elle a tout changé, en silence et en avance sur son temps. On ne l'appelait pas encore traction à son lancement, ce nom c'est le grand public qui lui a donné. Une voiture à traction avant en 1934, c'était une hérésie pour certains, et une vision du futur pour d'autres. Car oui, à l'époque, la norme c'était que les roues arrière propulsées. Avec la traction, pour la première fois en grande série, ce sont les roues avant qui entraînent la voiture. On ne poussait plus, on tirait. C'est une histoire d'audace, de faillite, d'obsession mécanique, une histoire à la française où l'on croise des ingénieurs insomniaques, des usines en crise et un homme, André Citroën. Un rêveur pragmatique qui voulait aller plus vite que les autres, quitte à brûler la gomme. On est au début des années 30, l'Europe tente de se reconstruire, l'économie tangue, les certitudes d'avant-guerre s'effritent, mais une chose semble irréversible, l'automobile est là pour rester. En France, les rues bruissent du claquement sec des moteurs à soupape latérale, les carrosseries sont lourdes, montées sur des châssis séparés comme des diligences modernisées. Et dans ce monde encore accroché au passé, une idée folle germe chez Citroën. André Citroën n'est pas un constructeur comme les autres. C'est un stratège, un publicitaire né, un homme de chiffres et d'instinct. Il a compris que l'automobile allait devenir un objet de masse et il veut être celui qui rendra cela possible en France. Pour ça, il faut frapper fort, très fort. Son ambition, créer une voiture en avant sur tout ce qui existe. Pas juste une évolution, mais une rupture. Il veut une berline confortable, rapide, économique, maniable et surtout sécurisante. Une voiture qu'on ne conduit pas en s'accrochant au volant, mais qu'on maîtrise au bout des doigts. Dans un monde de propulsion, Citroën choisit la traction avant. Une hérésie pour certains ingénieurs de l'époque, mais elle permet de supprimer l'arbre de transmission, d'abaisser le plancher et d'améliorer la tenue de route. Le tout en libérant de l'espace à l'arrière. Moins de pièces mobiles, donc moins de poids, moins d'inertie, donc plus d'agilité. C'est un choix de rupture, mais un choix d'ingénierie logique et audacieux. Et ce n'est qu'un début. Le châssis, il n'y en a plus. La caisse devient elle-même la structure porteuse. C'est la monocoque issue de l'aéronautique, résultat, une voiture plus rigide, plus légère, mais aussi plus complexe à produire. Citroën fait appel à des technologies de soudure par point encore peu utilisées. On passe d'un assemblage par boulon à une carrosserie d'un seul tenant. Une révolution silencieuse. Et puis il y a la suspension avant indépendante. Un luxe à l'époque qui transforme le comportement routier. Fini les roues qui sautillent à la moindre bosse, la voiture colle à la route. Le freinage, lui, est hydraulique. Quand la concurrence en est encore à tirer sur des câbles, tout est pensé pour anticiper, pour prévenir et pour maîtriser. Pour concrétiser cette vision, Citroën recrute deux hommes clés. D'abord, André Lefebvre, ingénieur venu de l'aéronautique, un domaine où le moindre kilo compte et où la structure fait la performance. Lefebvre va appliquer cette logique au sol. À ses côtés, Flaminio Bertoni, un sculpteur italien devenu designer. Il ne dessine pas, il façonne. Et ce qu'il imagine, c'est une voiture basse, tendue et presque en mouvement, même à l'arrêt. À eux trois, ils vont inventer une voiture qui n'existait dans aucun catalogue, ni chez Renault, ni chez Peugeot, ni même à Détroit. Le projet s'appelle en interne 7A, du nom de sa première version, équipée d'un petit 4 cylindres 1,3 litre, on est en 1933, dans les sous-sols de l'usine Citroën du quai de Javel, à Paris. Une poignée d'ingénieurs travaillent dans le plus grand secret. On teste des prototypes de nuit, on maquille les formes sous des bâches, on fait rouler des modèles camouflés sous la pluie, tout ça pour vérifier la tenue de route. Mais la réalité est brutale, les délais sont intenables. Les technologies trop en avance pour les machines de l'époque, les chaînes de production ne sont pas prêtes, Citroën pourtant veut aller vite, trop vite. Il anticipe, il parie, il s'endette, il va jusqu'à vendre certains de ses biens personnels pour injecter des fonds dans le projet. C'est à la fois du génie industriel et une course contre la montre. Le 18 avril 1934, la voiture est enfin présentée. Elle s'appelle officiellement Citroën 7, mais très vite on l'appellera simplement la traction avant. Le choc est immédiat, elle est basse, large, tendue vers l'avant, elle semble glisser. Quand les autres voitures de l'époque paraissent bloquées dans la verticalité, son moteur est placé
placée à l'avant, transversale, accouplée à une boîte de vitesse qui, à ses débuts, s'avère capricieuse. Et puis ce plancher plat, cette absence de tunnel de transmission, on dirait presque une voiture de demain. Mais tout n'est pas rose. Les premiers modèles souffrent de défauts de jeunesse. Les arbres de transmission cassent, les cardans grincent, la lubrification est hasardeuse et la boîte synchronisée promise n'est pas encore là. Certains clients reviennent furieux, d'autres sont fascinés malgré tout, car la voiture tient la route comme aucune autre. Même à 90 km/h sur route mouillée, elle reste stable là où les autres voitures flottent. Les versions se succèdent à une vitesse folle, 7A puis 7B, 7C. En quelques mois, la cylindrée grimpe, les performances s'améliorent et le modèle en chevaux surnommé la 11 devient la référence. Plus puissante, plus fiable, sous son capot, un 4 cylindres de 1911 cm3. Soupape en tête, 46 chevaux DIN, des chevaux utiles, bien remplis, pas de chevaux de fiche technique, elle peut filer à 115 km/h, une allure vertigineuse à l'époque, surtout pour une familiale. En 1935, la situation financière est critique. Malgré le génie de la voiture, Citroën ne tient plus, les banques ne suivent plus et le 21 juillet 1935, l'entreprise passe sous le contrôle de Michelin, son principal créancier. André Citroën, malade, quitte l'aventure. Il meurt quelques mois plus tard sans avoir vu le succès total de sa traction. Ironie du sort, elle ne commence à rapporter de l'argent qu'après lui. Mais le pire est passé. Sous la direction de Pierre Michelin, les équipes stabilisent la production. La fiabilité s'améliore, les défauts sont corrigés un à un et la 11 devient incontournable. En 1938, la mythique 15-6 entre en scène. Avec son 6 cylindres de 2,8 litres, 77 chevaux DIN, un couple généreux et une souplesse impressionnante. Certains la surnomment la reine de la route. Elle glisse comme une locomotive silencieuse. La tenue de route est telle qu'on dit qu'elle fait mentir la route. Une traction bien chaussée semble anticiper les virages. Le train avant mord l'asphalte avec une précision presque intuitive et tout cela dans un confort inhabituel pour l'époque. Les sièges sont suspendus, l'habitacle est spacieux et même les suspensions à barre de torsion absorbent mieux qu'on ne l'aurait cru. Quand la guerre éclate en 1939, la traction est déjà bien installée dans les paysages français. Sa silhouette est connue, presque familière, mais bientôt elle va devenir un outil et un symbole. L'armée française la réquisitionne. Rapide, stable, capable d'avaler les kilomètres sans brancher, la traction devient voiture d'état-major. Les officiers l'apprécient pour sa tenue de route et sa fiabilité en terrain difficile. Ironie tragique, après la défaite, elle servira aussi l'occupant. La Wehrmacht récupère les stocks. Roule en traction, l'admire à contre-cœur. Mais c'est ailleurs que la voiture entre dans la légende. Dans les maquis, dans les rues pavées, dans les zones d'ombre, la traction devient la voiture de la résistance. Agile, discrète et rapide. On l'utilise pour des filatures, des évasions, des transports clandestins. Elle devient presque une arme de liberté. Son moteur ronronne dans la nuit comme un cœur qui refuse de s'éteindre. Un modèle bien entretenu peut démarrer en silence, bondir, disparaître. Les résistants l'adorent et les policiers de Vichy la redoutent. Après la guerre, elle garde cette aura de défi. Elle devient la voiture des commissaires, des notables, des figures d'autorité. Le cinéma s'en empare. Dans les Tintins flingueurs, dans les polars des années 50, elle est là. Toujours noire, toujours basse, avec son museau tendu comme une flèche. On ne sait plus si ce sont les gangsters qui l'ont choisi ou si c'est elle qui les a rendus plus classe. Elle a aussi cette élégance bourrue qu'aucune autre n'a su imiter, ni trop chic ni trop populaire, une voiture qui impose le respect sans en faire trop. Elle est de toutes les routes et de toutes les générations. On l'appelle la traction, comme on dirait la DS ou la 2 chevaux, pas besoin d'en dire plus. La traction n'est pas juste une voiture, c'est un pont entre deux époques. Elle est née dans les espoirs de l'entre-deux-guerres, a traversé la Seconde Guerre mondiale et a survécu jusqu'aux portes des années 60. Entre 1934 et 1957, plus de 750 000 exemplaires ont été produits. Et pourtant, elle n'a jamais vieilli, elle s'est juste figée dans le temps. Quand on la croise aujourd'hui sur une route de campagne, lustrée avec amour, ses ailes arrondies découpant la lumière, elle évoque autre chose qu'un simple moyen de transport. Elle raconte une époque où la technique était une promesse, où l'on osait casser les codes non pas pour le style mais pour l'efficacité, et où chaque innovation avait un sens, une logique, une audace. Elle a inspiré la DS bien sûr, elle a influencé toute la mécanique moderne, elle a ouvert la voie à la sécurité active, à l'optimisation du comportement routier, à la logique monocoque qui est aujourd'hui la norme. Mais plus que tout, elle a
a montré qu'on pouvait réconcilier ingénierie et poésie, qu'un objet conçu dans un atelier pouvait un jour émouvoir dans un garage. La traction n'a pas seulement roulé, elle a tracé une ligne droite entre le passé et l'avenir. Et dans le silence de son moteur à soupape en tête, dans le chuintement de ses pneus sur l'asphalte, on entend encore un murmure, celui de l'audace quand elle touche juste.